بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers étudiants, on va essayer de voir dans le chapitre 12, qui est le dernier chapitre du système à plusieurs degrés de liberté, l'analyse spectrale du système à plusieurs degrés de liberté. Bon, je pense que vous vous rappelez un petit peu de la notion de spectre et ce qu'on a appelé dans le système à plusieurs à un seul degré de liberté lorsqu'on a parlé dans le chapitre 7 de la notion de spectre. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Quand on parle de spectre, on se rappelle beaucoup plus des valeurs maximales. C'est le but d'une analyse parasismique en dynamique de structure qui nous impose à ce que on s'intéresse beaucoup plus aux valeurs maximales. C'est pour ça que on a consacré un chapitre spécial lorsqu'on veut déterminer des valeurs maximales pour pouvoir les utiliser par la suite dans le calcul de dimensionnement en bêta. Donc, cette analyse spectrale, en général, elle va beaucoup plus toucher le cas où force extérieure est exprimée sous forme d'excitation du support. Pour créer un séisme, par exemple. Donc, elle est différente de zéro et elle est appliquée sous forme d'excitation du support. Donc, ce n'est pas une force PDT appliquée sur le nœud ou bien sur le degré de liberté. L'accélération ou bien l'excitation du support est souvent exprimée sous forme de graphe d'accélération en fonction du temps. Donc, c'est le cas, par exemple, de calcul de structure soumise à un tremblement monétaire. Et puis, donc, c'est ma méthode qui constitue la base. Cette méthode d'analyse spectrale est la base du calcul sismique des structures dans le cas de structures particulières, là où les méthodes statiques équivalentes ne peuvent pas être appliquées. La démarche est la même que l'analyse modale, en superposition de modes, juste on veut utiliser les valeurs maximales, c'est-à-dire à partir de certains spectres spécifiques. On travaille généralement avec des spectres de réponse et c'est la méthode la plus recommandée en règlement parasismique. On va le faire ça sur un petit exemple de 3 degrés de liberté. Donc, on remarque, on prend donc un portique à 3 étages en moitié, soumis à une excitation du support du second. Les mêmes hypothèses pour qu'on puisse parler de passer de ce système à ce système à 1 degré de liberté par nœud, c'est-à-dire 1 et 2 électriques. Donc, comme je suis en déplacement du support, j'ai deux types de déplacements. Donc, c'est le déplacement du support UG et c'est le déplacement donc, de mes degrés de liberté par rapport à ce repère-là. La somme me donne un déplacement de mes degrés de liberté par rapport à ce repère fixe. Il y a un repère fixe, un repère mobile, ce qu'on appelle un déplacement absolu et un déplacement relatif. Donc là, je peux dire que E total, c'est la somme de E plus le UG. Le delta A, donc c'est pour pouvoir distribuer par rapport au nœud, au degré de liberté. Donc delta, c'est un vecteur donnant la direction de la sollicitation. Il est égal à 1 dans la direction du mouvement de translation est égal à 0 pour les autres degrés de liberté. Par exemple, si je suis dans ce cas-là, le déplacement du support ou bien son accélération est réparti de façon même, unique, de la même façon, pardon, sur tous les degrés de liberté. Donc, on aura la même répartition par rapport au degré de liberté, ce qui veut dire que delta transpose, c'est 1, 1, 1, parce qu'on n'a que des translations. Donc, si on avait des rotations, donc là, on trouvera des zéros à peu près par rapport au degré de liberté rotationnel. Parce que l'accélération, donc, ou bien le déplacement dans le sens horizontal, il va affecter les degrés de liberté horizontaux. On rappelle l'équation du mouvement dans le cas d'une accélération du support, donc elle va être de ce type-là. On va la transformer pour pouvoir découpler notre système. Donc on passe par les coordonnées généralisées Y et on obtient donc la fameuse équation à 1 degré de liberté, donc N définie par rapport à l'excitation du support. Donc là, ça me donne, ceci est un scalaire, donc Mn, ceci c'est le scalaire Cn, et ceci c'est le scalaire Fn, ceci c'est le scalaire, donc Pn. Si je divise le tout par Mn, je trouve mon équation classique pour un système amorti, 1 degré de liberté. Donc chaque valeur de N va me donner une équation, et j'aurai donc un ensemble d'équations de 1 degré de liberté.
yn, c'est une variable, on voit qu'elle est découplée. Vous voyez que le tout est exprimé uniquement en yn, et j'obtiens n équations à un seul degré de liberté. Donc là, j'ai dit que les termes à droite, donc ces termes-là, de 12.2, sont tous proportionnels à l'extension du support. C'est la même fonction donc par rapport au support, alors que dans le cas général, PDT peut changer d'un degré de liberté à un autre problème plus simple à résoudre. Donc on aura un problème plus simple à résoudre puisque l'accélération est la même dans tous les degrés de liberté. Donc là, avec cette équation-là, je peux la transformer, si vous voulez, sachant que cette quantité-là, moins phi transpose m u seconde, d'accord, elle est égale à moins phi transpose m delta u seconde g. Maintenant, u seconde g, ce n'est plus un vecteur, mais c'est un scalaire. Et je peux poser donc ce coefficient-là, si vous voulez, phi 1 transpose m delta, comme étant un facteur de participation modale. On va le comprendre par la suite. Et je réécris mon équation 12.14 sous cette forme-là en utilisant le gamma, le grand gamma. Pour les modes, des modes propres normalisés par rapport à la masse, c'est-à-dire pour les modes d'abord, le cas général, les modes quelconques, on peut poser donc ceci, gamma n, qui est égal à la somme de mj phi ji sur la somme de mj phi j au carré. Maintenant, si les modes propres sont normalisés par rapport à la masse, on a dit celui-là c'est égal à 1, et on va retenir que cette partie-là, donc c'est pour ça qu'on utilise ceci, parce qu'on a considéré que les modes sont normalisés. Sinon, si les modes sont vraiment de façon quelconque, vous avez choisi les modes propres de façon quelconque, vous pouvez utiliser la deuxième expression 12.9. Le coefficient, on l'a appelé le facteur de participation modale. C'est quoi un facteur de participation modale? C'est juste un facteur qui va nous permettre de dire de combien va participer un mode dans la réponse totale. C'est-à-dire un phi que j'ai calculé, sa forme de vibration, combien il va participer pour me donner un U total, un déplacement total. D'accord? Et bien sûr, ces combinaisons diffèrent de l'importance d'un mode à un autre. Par exemple, si un mode dans une console, si un mode flexionnel est dominant, il va se retrouver dans le premier mode et ce premier mode va peut-être contribuer de 80 à 85% pour vous donner un déplacement maximal. Et donc, son facteur d'amplification, de participation modale est très important parce qu'il participe de façon importante. Donc, c'est ça un facteur de participation modale. Alors, maintenant que j'ai cette équation-là, d'accord, je vais essayer de la résoudre par n'importe quel moyen, par n'importe quelle méthode, à un seul degré de liberté. Donc, c'est un système d'équations linéaires découplées. Chaque terme de ces équations représente un système à un seul degré de liberté. On peut utiliser n'importe quelle méthode. Le plus souvent, on utilise la méthode de l'intégrale du diamètre. Donc, si par exemple, les conditions initiales sont nulles et que le système est amorti, cette expression, on la retrouve dans le chapitre concernant le système à un seul degré de liberté, avec bien sûr une excitation du support du second du temps. D'accord? Maintenant, gamma, c'est le facteur de participation modale, donc il est égal à celui-là, et le déplacement UJ dans le mot J s'écrit Y. J est égal, si vous voulez, donc le déplacement U est défini par rapport au mot J de façon G. Là, je peux facilement calculer les YI. Au lieu de les faire directement, donc, on fera un deuxième changement. C'est juste un changement paramétré pour dire que gamma J multiplié par QJ est égal à YJ. Donc, on aura UJ qui est égal à phi Y qui est égal à gamma phi Q, puisque Y est égal à gamma QJ. Et l'équation, donc, c'est juste pour éviter de tremballer avec les gamma. Je vais donc rentrer gamma dans la variable Q et résoudre donc Q seconde plus 2 xi oméga Q point plus oméga au carré Q est égal à moins Q seconde J. Donc là, c'est un Q et là, donc c'est beaucoup plus un Y qui sont liés par le coefficient gamma d'une façon générale.
Donc, une fois que j'aurai le- les, 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 les QI, je peux déterminer les YI et donc je peux déterminer les UI. Donc, avec la définition de gamma, à quoi est égale la valeur racine, sommation pardon, de gamma J phi J? Donc, normalement, cette sommation, elle va être égale au vecteur de distribution euh, ou bien au vecteur de distribution sur les degrés de liberté de l'excitation U seconde de J. Donc, la somme gamma J phi J est égale à delta. Une fois la réponse QJ, comme j'ai dit, est calculée pour chaque mode connu, je peux déterminer le déplacement U à partir de. Donc là j'ai oublié un phi J, pardon, c'est YJ, qui est égal à. Ça, c'est somme de UJ, qui est égal à phi. On a dit U est égal à phi Y. J'ai pas oublié, non, pardon, j'ai pas oublié le phi. Phi Y, qui est égal à phi gamma Q. Voilà. Et on retrouve donc mon déplacement final avec une combinaison ou bien une superposition. À partir du déplacement, on peut calculer bien sûr la force, n'importe quel effort, sachant que l'effort c'est K fois UI, donc je remplace UI par sa valeur, c'est gamma fois phi QI, et je le trouve donc dans, soit je passe par la rigidité ou bien par la masse, c'est la même chose, soit par la rigidité. La masse, je reviens donc en mon équation du problème propre et je remplace, et j'aurai donc la force élastique FKJ, produite de la masse par une quantité ayant la dimension de l'accélération. C'est juste pour montrer pardon, j'ai juste pour montrer que ce terme-là avec ce terme-là, il a le, 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 la dimension d'une accélération. Et bien sûr, une fois que j'ai la force au mode J, je peux calculer donc la somme des forces par combinaison pour obtenir la force totale. Le problème des valeurs maximales se pose toujours parce que je fais une superposition et je suis sûr que les YI ou bien les QI ne se produisent pas en même temps. Et c'est pour ça que je vais calculer la valeur maximale par mode pour chaque mode et puis superposer par la suite les valeurs maximales. La valeur maximale par mode nécessite la solution dans le temps pour chaque mode QJ, que je peux la calculer par l'intégrale de Duhamel parce que j'ai découplé mes équations par rapport à QI ou bien par rapport à Y. Ce n'est pas important. Si vous voulez travailler avec Y, vous devez prendre en considération le gamma. Si vous pouvez travailler avec les QI, vous travaillez directement avec U seconde. Et vous voyez que c'est des équations à un seul degré de liberté qui me donnent la valeur QI. Une fois que j'ai QI, je peux calculer le maximum de ce QI et je peux multiplier par gamma pour retrouver le maximum de Y. Ça, c'est le but de ce calcul de maximum par mode. Donc, en général, ce maximum, on utilisera donc des spectres de réponse directement, comme on l'a vu dans le chapitre 7. Donc là, la valeur maximale donc, du déplacement, elle va être le maximum de cette valeur que j'ai calculée. D'accord? Et puis, si j'ai le déplacement maximal, je peux calculer l'accélération maximale par le biais de oméga au carré. Et je peux maintenant déterminer mon déplacement E maximal en utilisant donc le QJ maximum que j'ai calculé ici. D'accord? Parce que celui-là, c'est un QJ maximum que j'ai trouvé à partir de cette solution-là, qui est la valeur maximale de ceci, de cette solution. Donc, si vous calculez ça par Duhamel, par exemple, vous allez trouver une variation de QJ par rapport au temps. Vous tirez donc ici de QJ maximum pour chaque mode. Vous avez un maximum. Et bien sûr, ce maximum, vous allez appeler le SD. Donc, le déplacement maximum, c'est cette valeur-là. Donc, si j'ai le SD, je peux calculer le SA, je peux calculer le SV, la pseudo-accélération et pseudo-vitesse, mais ce SD, il est lié à Q. Donc, si je veux calculer maintenant mon déplacement maximum, c'est phi multiplié par Y maximum qui est égal à phi multiplié par gamma QI maximum, puisque
y est égal à gamma fois q. Donc, c'est ce Q maximum qui est égal à SD, d'accord, pour chaque valeur de T ou bien de oméga xi, multiplié par gamma fois phi. Donc, une fois que j'ai le UG maximum, je peux calculer le FG maximum par le biais de la masse ou bien par le biais de la densité, le plus souvent par la masse pour faire sortir la pseudo-accélération qui est beaucoup plus, elle, liée à la même chose à QJ au lieu que ce soit U max. Donc, il faut juste faire attention que les spectres SD, SA et SV sont liés beaucoup plus à la valeur maximale de Q, au lieu que ce soit la valeur maximale de U ou bien de Y. Donc, une fois que j'ai le maximum de chaque mode, je vais superposer pour obtenir la valeur maximum totale. Là, donc, comme j'ai dit, les maximums ne se produisent pas en même temps. J'utilise des méthodes approchées comme celle de la somme des valeurs absolues. J'ai dit c'est une méthode qui surestime un petit peu trop le déplacement maximal. Donc, on préfère utiliser la méthode de, de la méthode de la racine carrée de la somme des carrés. Donc, on le fait pour le déplacement et en même temps, on le fait pour l'accélération maximale, les deux en même temps. Donc, c'est toujours les valeurs absolues qui sont calculées. Donc, de ces UI max, si vous voulez, d'accord? Et on préfère donc celle de la racine carrée de la somme des carrés. Donc, on passe par la racine de la somme des carrés. Ça, c'est la plus utilisée et la plus préférée donc, pour les spécialistes. Maintenant, en général, on peut avoir quelques problèmes avec la méthode de la racine carrée de la somme des carrés, surtout lorsque certains mots sont très proches. On peut avoir des résultats un peu grossiers, c'est-à-dire trop en sous-estimant ou bien en surestimant la réponse maximale. Quand je dis très proche, c'est-à-dire lorsque deux fréquences naturelles, leur différence est de l'ordre de 10% donc de la plus petite fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga i sur oméga j est entre 0,9 et 1,1. Dans ce cas, donc, on préfère modifier la méthode de la racine carrée de la somme des carrés avec une autre méthode qu'on appelle donc la méthode de la combinaison quadratique complète. Donc là, qu'est-ce que c'est cette méthode quadratique complète? C'est que si on parle de l'idée que ceci, il peut être un peu faux, si vous voulez, lorsque les pulsations propres sont très proches à 10% près, donc on peut modifier et utiliser donc un coefficient ρ et j qui prend en considération donc les positions de oméga j et oméga i qui sont très proches. Là, donc, elle est basée sur la théorie des vibrations aléatoires et c'est Wilson et Hall qui ont proposé ça pour la première fois. Dire qu'au lieu de prendre R au carré, je vais prendre donc une double sommation RJ, ρ, J, RI. Avec ρ et J, donc c'est cette expression-là, 12,29. Maintenant, si l'amortissement est constant, c'est-à-dire si on a le même amortissement pour tous les modes, xi i, xi j est égal à xi, le coefficient ρ et j est changé et remplacé par l'expression 12,30 où R c'est oméga i sur oméga j correspondant au mode i. Donc c'est une façon de contourner ce problème-là des valeurs de pulsations propres qui sont très proches à 10%. Ça sera plus général avec cette méthode CQC. Donc on a tracé ce coefficient pour avoir une idée. On a tracé ce coefficient ρij en fonction du rapport. Et on a vu donc que ce coefficient prend des allures donc, pour différentes valeurs de xi. Donc là, xi i est égal à xi j, c'est-à-dire c'est 1 sur xi, et pour la plus petite valeur jusqu'à valeur 0,5. Donc elle se rencontre au point 1 donc ici et au point 1 ici, toutes les, les courbes, d'accord? Et on a une idée donc pour ces valeurs-là. Bien sûr, cette valeur-là correspond à la méthode square root sum square.
On termine avec un exemple, si vous voulez. Donc, un portique à 2 étages. En haut, c'est la masse 1, donc c'est le degré de liberté 1, et en bas, c'est la masse 2, degré de liberté 2, soumise à une extension du support de type donc, constante dans le temps, qui est égale à 2,7 sur 57 mètres par seconde. On demande donc à déterminer la réponse de ce portique à 3 secondes, par exemple, calculer la force de cisaillement à la base à 3 secondes, et calculer le déplacement maximum par la méthode de la somme des valeurs absolues et par la méthode de la racine carrée de la somme des carrés. Donc, c'est une application directe de ce qu'on a vu ou bien de ce qu'on s'en voit maintenant. Donc, là, on commence par définir, j'ai dit, les matrices de base, qui est la matrice K et la matrice M, d'accord, pour déterminer les valeurs des vecteurs propres ou bien les pulsations propres et les modes propres de vibration. Donc là, par assemblage, on trouve cette matrice K et la matrice diagonale M1, M2. Je commence à résoudre mon problème propre pour déterminer oméga i. Et on aura donc deux valeurs de oméga. Un lambda 1 est égal à 140 et un lambda 2 est égal à 1083. D'où oméga 1, c'est 11,83 radians par seconde. Et oméga 2, pardon, ça c'est oméga 2, c'est 32,9 radians par seconde. En remplaçant maintenant dans mon système propre, donc je remplace ici oméga, j'obtiens les phi. Et toujours, donc, je vais normaliser par rapport à la première. Je pose phi1 est égal à 1 et je calcule phi2. Je pose le premier est égal à 1, phi1, 2 est égal à 2, je calcule le deuxième. Donc, j'aurai une matrice modale de ce type par résolution du vecteur. Donc, une fois que j'ai les pulsations propres et les modes propres, je peux découpler mes équations, donc comme ceci, où MI c'est phi I transpose MI, KI c'est phi I transpose K phi I, et PI c'est phi N transpose delta U seconde. Donc, c'est une équation avec second membre. Donc, la solution, c'est une solution complémentaire plus solution particulière. Je reviens au chapitre 5. J'ai découplé mes équations pour obtenir un ensemble d'équations à un seul degré de liberté. Chaque degré de liberté va me donner une équation, c'est-à-dire une solution Y, qui est la solution particulière et la solution complémentaire. Donc là, je retrouve ici, avec des conditions initiales quelconques, je retrouve cette équation-là, et puis si les conditions initiales sont nulles, j'enlève donc les y0, y.0, il me reste la solution. Ça, c'est la solution d'un système à un seul degré de liberté pour le mode I. Donc, si je passe maintenant au calcul numérique, il suffit de calculer les PI, il suffit de calculer le KI, et j'aurai donc l'expression pour chaque mode. Comme j'ai donc deux modes, le K est égal en général, donc c'est KI, c'est celui-là, et PI, c'est celui-là. Donc j'aurai phi1 transpose K, phi1, ça c'est la première. Phi2 transpose K, phi2, c'est le deuxième point. P, c'est phi1 transpose M multiplié par l'unité, multiplié par l'accélération du sol. Et le 2, c'est phi1 transpose M, oui, multiplié par le vecteur 1, multiplié par l'accélération. On obtient donc P1 et P2. Et donc, en remplaçant dans mes équations, si vous voulez, ici, pour chaque valeur du mode, Pi1, Pi et Ki, on aura donc la solution pour chaque mode. Ça, c'est P1, ça, c'est K1, ça, c'est P2, ça, c'est K2. Attention, donc, K et K2 sont écrits en majuscule, ils sont égaux à phi I transpose K fois phi. Donc, on ne pas confondre avec les petits K1 et les petits K2. Donc, on retrouvera deux solutions Y1 et Y2. Ces deux solutions, bien sûr, vont me donner les déplacements U1 et U2 en multipliant par la matrice modale. Donc, on aura la matrice modale multipliée par Y1 et Y2, j'obtiens U1 et U2. On aura donc U1 et U2 exprimés en fonction du temps. Maintenant, si je cherche à 3 secondes, je pose t est égal à 3 secondes dans U1 et U2, et j'obtiens donc 35,6 mm et 28,77 mm pour U1 à 3 secondes et U2 à 3 secondes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, on nous demande de calculer les forces de cisaillement ou bien les efforts tranchants donc, à la base, si vous voulez. Soit on utilise les
UI, soit on utilise les Y. Donc ça, ce n'est pas un problème. Si vous passez par UI, vous multipliez par K par U directement. Si vous passez par Y, il faut transformer, il faut remplacer K par phi grand Y et passer par la masse, si vous voulez, pour avoir une certaine forme d'accélération, oméga au carré fois phi fois Y, qui est l'équivalent d'une accélération. D'accord? Donc, une fois que vous trouverez un vecteur Fs, bien sûr, le cisaillement, c'est la somme des deux, puisque c'est le cumul des deux valeurs entre les deux étages correspondants. Donc là, on aura un effort torsion à la base, 154 par 454 newtons. Si vous passez par les déplacements généralisés, c'est-à-dire le Y, vous allez voir que votre premier mode contribue avec ceci et votre deuxième mode contribue avec ceci dans l'effort torsion. Vous trouverez donc les mêmes résultats, ce qu'on a trouvé ici. Et si vous faites la somme, vous trouverez 154,454 minutes. Voilà donc le calcul des efforts. Pour le calcul des déplacements maximum, en utilisant les deux méthodes, la méthode de la valeur absolue, de la somme des valeurs absolues, et la méthode de racine carrée de la somme des carrés. Donc, il suffit de revenir à vos déplacements Y1, Y2, que vous avez trouvé donc Y1 max et Y2 max. Donc, Y1 max et Y2 max, c'est lorsque celui-là est égal à moins 1, d'accord? Moins 1 avec le moins, c'est plus, ça vous donne celui-là entre crochets, donc celui-là c'est égal à 2, 2 multiplié par 22,6, c'est le maximum, donc c'est 45,2. La même chose, si vous faites Y2 max, c'est lorsque le cosinus est égal à moins 1, moins 1 avec le moins, c'est plus 1 et plus 1, c'est 2, 2 fois 0,37, vous trouvez moins 0,64. C'est ça les maximums. Donc, bien sûr, vous avez remarqué que Y1 max, il se produit à T1 max, et Y2 max, il se produit à un autre T2 max. Ce n'est pas le même temps, ils se produisent dans des temps différents, plus les arguments sont différents. Et donc, c'est ça qui fait que si ils se produisent en même temps, ça sera une somme directe, et ce n'est pas la peine d'utiliser donc les combinaisons. Maintenant, parce qu'ils se produisent dans des temps différents, on va combiner Y1 max avec Y2 max en utilisant donc la matrice modale phi exprimée dans cette matrice-là. Et donc, si j'utilise par exemple la méthode de la somme des valeurs absolues, ça sera phi 1,1 Y1 max plus U phi 1,2 Y2 max pour le U1 max. Pour le U2 max, c'est phi 2,1 Y1 max plus phi 2,2 Y2 max. Donc, c'est comme si je multiplie ceci par phi 1,1, pardon, par Y1, Y1 et Y2. Donc, ça sera phi 1 multiplié par Y1 max et ici Y2 max. Donc, ça vous donne ceci par ceci, plus ceci par ceci en valeur absolue. Ceci par Y1 max et ceci par Y2 max en valeur absolue. Donc, la première, on trouve 45,94 mm et le deuxième déplacement maximum, 36,16 mm. Si j'utilise la méthode de la racine carrée des sommes des carrés, je prends celui-là multiplié par celui-là au carré, plus celui-là multiplié par celui-là au carré. Donc, on retrouve 1 multiplié par 45,2 au carré, plus 1 multiplié par moins 0,74 au carré. Et l'autre, donc, ça sera 0,79 multiplié par 45,2 et moins 0,61 multiplié par 0,74 multiplié par moins 0,14 au carré. Donc là, après calcul, on trouve 45,206 et l'autre, c'est 35,70. Donc si je compare les deux, on voit que en général, le U1 est un peu supérieur à U1 dans ce cas-là et le U2 est un peu supérieur à U2 dans ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'on a dit que en général, la méthode de la valeur absolue surestime par rapport à la méthode de la racine carrée de la somme. Voilà, donc, ceci termine notre chapitre concernant l'analyse spectrale en passant par les spectres de réponse. Bien sûr, dorénavant, les spectres de réponse sont donnés et vous tirez le maximum de ces spectres de réponse directement en lisant sur le graphe, comme on l'a fait dans le système à 1 seul degré de liberté, dans les graphes SD en fonction de la période, ou bien SV ou bien SA en fonction de la période, pour un système à 1 seul degré de liberté. Donc, on revient au chapitre 7 concernant la détermination des maximums
de ces systèmes à un seul degré de liberté. Voilà, donc c'est la fin du chapitre 12, qui est la fin de la deuxième partie concernant les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Donc, à partir de la prochaine vidéo, on va parler un petit peu de la troisième partie qui est la conception parasismique et on va voir qu'est-ce qu'il prévoit le règlement parasismique. On va s'intéresser au RPA, donc le règlement parasismique qui concerne les structures de bâtiments. Puis, on va s'intéresser par la suite au règlement parasismique concernant les ouvrages d'art. Le règlement parasismique algérien, bien sûr, correspondant aux ouvrages d'art. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez une idée sur maintenant le calcul dynamique des structures, que ce soit dans le cas d'un système à un seul degré de liberté ou bien dans le cas d'un système à plusieurs degrés de liberté. Je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans la prochaine vidéo avec le chapitre 13. Merci.